Bonjour, nous sommes le jeudi 8 janvier 2015 et je vais vous parler de l'étude des sources. Beaucoup de gens travaillent de seconde main et ne font pas l'effort d'aller à la source, c'est-à-dire de reconstituer un ensemble depuis son point de départ. Alors, je vais prendre deux exemples. Le cas de Leibniz, il semble qu'il n'a absolument pas dit, comme le fait dire Voltaire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Possible. Meilleur des mondes d'ailleurs. En fait, non, il a employé un certain nombre d'expressions dans son travail sur la théodicée, dans ses 3 essais sur la théodicée, mais il n'a pas utilisé cette expression. C'est une expression qui résume d'une certaine manière sa pensée, mais qui est sortie un petit peu du contexte, d'ailleurs, il faut dire la vérité. Et quand même, la moindre des choses, c'est d'aller voir si l'expression qu'on attribue à Leibniz figure bien dans son œuvre, et non pas si on retrouve les mêmes mots. Hein. Il y a un chapitre de la Théodicée où on emploie des mots, les mondes possibles, etc., le meilleur, enfin il discute là-dessus. Ce sont des notions qu'il aborde. Mais ça me fait penser un peu à Nostradamus, vous savez, avec les quatrains qui piquaient comme ça des mots de la prose et qui en faisaient quelque chose. Bon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une espèce de bricolage à partir de quelques mots qui reviennent dans le texte de Leibniz et qu'on agence d'une façon un petit peu fantaisiste et poétique. Bon, passons. Alors, un autre aspect que je voudrais aborder peut-être plus longuement, c'est des questions juridiques. Par exemple, actuellement, je m'occupe de la question de baux commerciaux et il y a des gens qui n'ont pas le bon dossier, qui n'ont pas le dossier complet. Parce qu'il y a des baux commerciaux qui peuvent durer sur des années, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et il faut voir quelle était la formulation initiale, quelles étaient les conditions initiales et comment les conditions ont évolué. C'est très important de voir s'il y a eu une évolution. Je vais vous donner un exemple concret. Tel bail commercial, par exemple, prévoyait que le bailleur habitait à telle rue et que le bail lui-même concernait un local de telle autre rue. Donc là, il y avait une distinction. Et puis, les renouvellements, les avenants, les renouvellements de bail qui ont suivi tous les 9 ans, on voit que c'est une seule et même adresse qui est désormais utilisée et que la dualité entre la demeure du bailleur et le lieu où il exerce n'existe plus et que visiblement ces deux statuts sont confondus en un seul. Et c'est important de montrer qu'il y a eu cette évolution parce que ça veut dire qu'il y a eu une prise de, il y a quelque chose qui a changé mais qui initialement était distinct. Et à partir de là, on peut montrer que quand 36 ans plus tard, on commence à dire que la personne n'a pas le droit d'habiter dans les locaux, l'argument peut être neutralisé en montrant qu'il y a la mise en évidence que ça a été fait avec l'accord du bailleur initial, puisque c'est la même société d'ailleurs qui s'occupe toujours c'est la même personne, enfin la même filière qui s'occupe de l'immeuble qu'il y a 36 ans. C'est passé de la mère au fils, de fils aux enfants, etc. Et donc ils sont responsables de ce qu'ont fait leurs parents et grands-parents. Et de toute façon, le bail, lui, le bail ne s'interprète qu'à la lumière des états antérieurs du bail. Et d'une certaine manière, évidemment, s'il y a eu des changements, il faut aussi les intégrer et les entériner. Donc, mais là aussi, il y a un problème, c'est que les gens ne font pas l'effort d'étudier, de retrouver les archives passées, et qu'ils déduisent le passé à partir des documents qu'ils possèdent, c'est-à-dire qu'ils déduisent l'inconnu à partir du connu. C'est une forme de déduction. Alors, ça peut être extrêmement dangereux dans le domaine juridique, cette forme de déduction,
où on invente quelque chose, où on suppose quelque chose par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Je ne suis pas complètement contre cette façon de faire. La méthodologie dans ces cas-là est assez complexe. J'ai beaucoup reproché à certains astrologues, par exemple, de projeter le savoir que nous avons aujourd'hui sur le savoir des astrologues du passé. Et de supposer comment, la façon dont ils ont travaillé. Et l'historien, qui est à la fois sociologue, si on veut, il doit à la fois faire la part de ce qui est cohérent, de ce qui fonctionne normalement dans les sociétés, dans les fonctionnements sociaux, et à la fois des éléments aléatoires et contingents qui peuvent avoir interféré. C'est ce mélange subtil du nécessaire et du contingent qui me paraît extrêmement intéressant et doublement excitant en fait. Voyez-vous ? Parce que ça vous appelle sur deux plans. Ça vous appelle sur le plan, alors peut-être que c'est cerveau gauche, cerveau droit, mais ça vous mobilise sur le plan d'un côté d'une sorte de logique, d'une sorte de permanence et de pérennité des comportements, qui vous permet de dire, bon, puisque c'est humain, une société, par exemple, si on dit un tel a été tué il y a 10 000 ans, ben, on sait à peu près comment il a pu être tué. Il n'y a pas 36 façons de tuer quelqu'un. Par contre, les raisons pour lesquelles il a été tué, elles peuvent être complètement invraisemblables, aberrantes, etc. On peut savoir que s'il a été tué, c'est qu'on lui a probablement, je sais pas, on lui a ouvert la gorge ou on l'a précipité, je sais pas, il n'y a pas 36 façons de tuer quelqu'un. Par contre, les raisons religieuses, culturelles, juridiques peuvent abonder. Et donc, il y a les deux choses. Et dans le cas de Nostradamus, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, il faut faire la part du hasard, il faut faire la part des choix. Par exemple, la façon dont les quatrains ont été rédigés est totalement aléatoire. Aussi bien les quatrains des almanachs que les quatrains des centuries. Bien entendu, les mots ne sont pas inventés, c'est vrai. Ils sont pris d'un matériau en prose qui existe par ailleurs, qui sont des prédictions, etc., qu'on va mettre en prose, mais qu'on va mettre en prose d'une façon tout à fait fantaisiste, je dirais. Hein. On prend les mots les plus frappants du texte en prose, et puis on le combine pour faire quelque chose de versifié, qui rime, etc. Et le paradoxe, c'est que ce n'est pas la prose de Nostradamus qui a fait vivre jusqu'à nos jours, mais c'est un sous-produit de sa prose, c'est-à-dire la versification par le biais des quatrains qui l'a fait connaître. C'est-à-dire un discours beaucoup plus confus, beaucoup plus ambigu que le discours en prose. Parce que moi je sais par exemple que dans les cafés philo, on a notre ami Gilles Roca qui nous fait un texte en rime à la fin de certaines réunions. Il prend des mots comme ça qu'on a pu utiliser dans la réunion et puis il les combine et on ne cherche même pas vraiment à comprendre. On entend des mots et là on retombe dans le problème du signifiant. C'est-à-dire que on entend des mots, on retrouve des mots, mais ces mots sont vidés en quelque sorte de leur contenu, ou si l'on préfère, ces mots sont ouverts à un nombre illimité de contenus. Ce qui nous ramène d'ailleurs à Leibniz, quand il parle du nombre illimité des mondes entre lesquels Dieu doit choisir parce qu'il est libre en fin de compte, quelque part. Parce qu'il est libre, et la question que pose Leibniz, c'est est-ce que quand Dieu choisit parmi tous les mondes possibles un certain monde, est-ce qu'il est sûr que c'est le meilleur qui est choisi? C'est une grave question. Et Leibniz essaie de répondre à cette question de manière un petit peu difficile d'ailleurs. Comment sait-il qu'il est le meilleur? Ou plus exactement, comment fait-il pour dire que même après